Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un objet littéraire assez unique. Des extraits d'un roman de Moïse Sanamide qui s'appelle Comment s'en mettre plein les poches en Asie mutante. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas du tout un roman classique. Ça se présente comme un manuel de développement personnel, vous savez, un de ces bouquins Comment réussir sa vie. Sauf qu'ici, ça raconte l'histoire, la vraie histoire d'un type. Un type qui part de la misère absolue pour devenir multimilliardaire. Exactement. Et l'astuce narrative, elle est brillante. C'est l'utilisation de la deuxième personne. Le livre nous parle en disant tu. C'est tu nais dans un village pauvre, tu vas en ville, tu fais fortune. Ça nous met directement dans la peau du personnage. Et donc, l'idée de notre discussion, c'est un peu de suivre ces fameuses règles du livre pour voir ce que ça implique, cette ascension. C'est ça. On va essayer de décortiquer comment ça marche, vraiment. Quelles sont les vraies règles du jeu qu'il a dû apprendre et surtout, qu'est-ce que ça lui a coûté? Parce qu'on s'imagine bien que c'est pas un conte de fées. Ah non, loin de là. Il faut vraiment voir ce livre comme une satire sociale très, très affûtée. Hamid se sert de ce format de guide pour disséquer les transformations d'une société qui change à une vitesse folle. Chaque règle, en fait, c'est un chapitre, une étape de vie. Et chaque étape révèle une vérité assez brutale sur ce monde. Bon, alors, commençons par le tout début. La première règle pour devenir riche, c'est monter à la ville. Et le point de départ est d'une violence. Enfin, on est tout de suite happé. Le personnage se tue, c'est un gamin qui grelotte de fièvre sous le lit de sa mère. Il a l'hépatite E. On ressent la pauvreté physiquement, quoi. L'eau du village est contaminée, son père est cuisinier, mais pour lui, la nature, c'est juste du labeur. Un travail qui le force à être accroupi tout le temps, au point de lui briser le dos. C'est... Ça monte sans espoir. C'est la description de l'exode rural à l'échelle d'une seule vie. Le départ, ce n'est même pas un choix, c'est une question de survie. C'est l'acte fondateur. Le livre explique très bien comment, en quittant le village, la famille nucléaire se détache du clan. Et ça crée à la fois de l'insécurité, de l'anxiété, mais aussi, et c'est le mot-clé, de la potentialité. C'est la rupture qui est nécessaire pour que l'individu puisse exister et commencer son ascension. Il faut couper les racines pour pouvoir pousser, en quelque sorte. Et une fois en ville, la règle suivante, elle paraît logique. Faire des études. On se dit, voilà, c'est la porte de sortie. Mais là encore, la réalité qu'il décrit est terrible. La scène de l'école m'a marqué. 50 élèves pour 30 chaises. Et ce prof, complètement aigri et violent, pour punir le gamin, il lui tord l'oreille en coinçant du gravier entre ses doigts et le lobe. La violence, elle n'est pas juste dans la rue, elle est institutionnelle dès le début. Tout à fait. Et c'est là qu'on entre vraiment dans le thème central du sacrifice. L'éducation, c'est la clé, c'est le premier investissement, mais le coût humain est exorbitant. Pour que tu puisses continuer l'école, ta sœur, on la retire pour la marier. Ton frère, lui, il arrête aussi. Il prend un boulot de peintre au pistolet, un travail qui le tue à petit feu, il respire des vapeurs toxiques toute la journée. L'ascension d'une seule personne est littéralement bâtie sur le sacrifice des autres. C'est un calcul familial, froid et nécessaire. Il a donc son éducation payée par les siens. Mais il y a un autre sacrifice à faire, beaucoup plus personnel, avec une règle qui m'a vraiment surpris. Ne pas tomber amoureux. On le suit ado, il livre des DVD piratés la nuit, et c'est là qu'il rencontre ce qu'il appelle la jolie fille. Elle est aussi ambitieuse que lui. Et leur relation, elle est presque entièrement platonique. Des coups de fil la nuit où il parle des films qu'il lui apporte. Ce qui est fascinant, c'est que le livre traite l'amour comme un passif financier. Vraiment. Dans le bilan de l'ascension sociale, c'est une dette émotionnelle qui ralentit la croissance. C'est un luxe, une distraction. Et le protagoniste et la jolie fille, ils comprennent ça d'instinct. Ils sont plus des partenaires dans une start-up de l'ambition que des amants. C'est une vision incroyablement cynique. Mais est-ce que le livre la présente, elle, la jolie fille, comme une simple opportuniste, ou est-ce qu'elle est aussi une victime de ce système? Un système qui force à tout monétiser, même les relations humaines. Bah, c'est toute l'ambiguïté. Elle est les deux. Elle est son miroir, en fait. Elle veut s'en sortir, mais par d'autres moyens. Elle devient la maîtresse d'un homme riche, elle suit ses propres règles du jeu. Leur relation, c'est une connexion d'âme sœur en ambition. Ils savent qu'un attachement romantique serait un poids mort pour leur projet. Leur unique rencontre physique est brève, presque clinique, et ça scelle leur séparation. La règle est claire. Sur la route de la richesse, le cœur est un bagage bien trop lourd. C'est glaçant. Et ça nous amène directement à la deuxième partie de son parcours, où les compromis deviennent de plus en plus sombres. La quatrième règle, c'est éviter les idéalistes.
Il arrive à l'université et il rejoint une organisation étudiante très politisée, très religieuse. Mais ses motivations, elles n'ont rien de pur. Ah non, zéro conviction, c'est une décision purement pragmatique. L'organisation lui offre un toit, à manger, de la protection et un peu d'argent. L'idéologie, c'est un outil, c'est un levier, pas une fin en soi. C'est une étape clé dans l'apprentissage de, comment dire, l'instrumentalisation. Il apprend à porter un masque. Et qu'est-ce qu'il fait quitter ce milieu alors? Une tragédie personnelle. Sa mère meurt d'un cancer. Et là, il se prend la réalité en pleine face. L'inefficacité des soins, l'humiliation de devoir mendier auprès d'associations caritatives, des assos financés par des riches qui se donnent bonne conscience. Cette expérience, ça le purge de toute illusion. Et le geste qui symbolise cette rupture, il est très fort. Il se rase la barbe. La barbe qu'il portait pour l'organisation. C'est la fin de l'idéalisme, même celui de façade. Il quitte donc l'université, fin de l'éducation formelle, et il passe à une autre forme d'apprentissage, avec la 5e règle, apprendre d'un maître. Et là, on entre dans le dur. Il commence à bosser pour un type dont le business, c'est de racheter des produits périmés pour changer les dates. Et les revendre, bien sûr. C'est un peu un MBA de la rue, version cynique. C'est exactement ça. Il apprend tout ce que l'école ne pourra jamais lui apprendre. Les règles non écrites du commerce, la gestion du risque, comment naviguer dans un monde corrompu. Et surtout, il apprend la loi du silence. Son maître teste sa loyauté, sa discrétion, en lui faisant comprendre à demi-mot qu'un collègue qui volait dans la caisse a été écarté, définitivement. C'est un mentorat dans la réalité politique du commerce de survie. Et donc, fort de cet enseignement, il décide de se lancer seul. Ce qui nous amène aux 2 règles suivantes qui vont ensemble, travailler pour soi-même et être prêt à recourir à la violence. Il monte son affaire, un business d'eau en bouteille. C'est de l'eau bouillie, donc elle est potable, mais l'emballage est frauduleux. Le succès est immédiat. Mais évidemment, ça dérange. Ça dérange un concurrent. Un concurrent beaucoup plus gros et mieux implanté. Et la réponse, elle ne se fait pas attendre. Non. Et la scène décrite dans la source est terrifiante. Un type à moto le coince, le force à s'allonger par terre, lui colle un pistolet sur la nuque et lui murmure de rester à sa place. C'est la confrontation directe avec la violence qui sous-tend tout le système. C'est le rite de passage. À ce moment précis, il a un choix. Soit il abandonne, soit il entre dans le jeu. Et il choisit d'y entrer. Pour protéger son business, il ne peut plus être une victime potentielle. Il doit devenir, lui aussi, un acteur de la violence. C'est un point de non-retour, j'imagine. À ce moment-là, il n'est plus seulement un survivant du système. Il en devient un agent actif. Voilà. Le jeune garçon qui grelottait sous le lit, il est mort et enterré. C'est exactement ça. Il engage des protecteurs, des hommes de main. Et ils finissent par abattre son agresseur en pleine rue, en plein jour. La violence n'est plus un obstacle, elle devient un outil de gestion, une ligne dans son budget. Et ce basculement, il coïncide avec son mariage, qui est un arrangement d'affaires, et la distance émotionnelle totale qui s'installe avec sa femme. Chaque pas vers la richesse est un pas qui l'éloigne de son humanité. On arrive au sommet de la pyramide, 3e partie de son ascension. Maintenant que son business est sécurisé par la force, il faut le faire grandir. 8e règle, faire ami avec un bureaucrate. Pour passer à l'échelle supérieure, il a besoin de l'État. Ou plutôt, il a besoin de la corruption d'État. La scène de la négociation du pot de vin, c'est un morceau d'anthologie. Tout se passe en silence, dans le bureau d'un haut fonctionnaire. Ils écrivent des chiffres sur un bout de papier qu'ils se passent pour éviter les micros. Le seul mot qui compte, c'est combien. C'est la consécration. Il comprend que la vraie richesse, elle ne se fait pas contre l'État, mais avec lui. Il est admis dans le cercle. Et c'est là qu'on sent un vrai basculement. Jusqu'ici, il était un outsider qui apprenait les règles. Maintenant, il est celui qui les écrit. Est-ce que c'est le moment où il perd définitivement le tu de ses origines pour devenir un E anonyme du pouvoir? C'est une excellente façon de le dire. Il devient un rouage essentiel du système. Et c'est précisément à ce moment que sa vie personnelle implose. Sa femme, qui ne trouve plus aucun sens à leur vie matérielle, se réfugie dans un activisme religieux très intense. Ils vivent comme des étrangers sous le même toit. Il gagne le monde des affaires, mais il perd son foyer. La 9e règle a un titre qui fait froid dans le dos. Se faire le mécène des artistes de la guerre. Là, on n'est plus dans le petit business. Son succès est tel qu'il est invité à participer à un projet immobilier gigantesque, en partenariat avec des conglomérats liés à l'armée.
Il a atteint le sommet absolu. L'eau en bouteille. Il vend de la sécurité, du territoire, de l'influence. Il devient si important que la source mentionne qu'il est lui-même devenu une information, une cible surveillée par les agences de sécurité. Il n'est plus un homme, il est un actif stratégique. Et c'est là qu'intervient ce détail terrible sur la mort de son frère, celui qui s'était sacrifié pour lui. Il apprend la nouvelle non pas par un appel, mais via une notification sur un écran. Une information froide transmise par un drone. C'est le comble de la déshumanisation. C'est la conséquence ultime de son parcours. Il vit dans un monde abstrait, fait de flux de données, de capitaux. Les liens humains sont devenus des informations comme les autres, traitées avec la même distance. Et on en arrive à la toute fin du parcours, avec la dernière étape que nos sources abordent. Jouer avec les dettes. Le personnage a plus de 70 ans. Il a tout. Il est richissime. Mais le jeu n'est pas fini. Pour que son empire survive à la concurrence mondiale, il doit s'endetter, massivement. C'est la boucle finale. C'est un peu la morale de l'histoire. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. La richesse, ce n'est pas un état stable, ce n'est pas un havre de paix. C'est un mouvement perpétuel, une croissance obligatoire. La dette est décrite comme un envol, une façon de prendre encore plus de hauteur, mais c'est aussi le risque ultime. Même au sommet, on peut tout perdre. Et c'est son ancien beau-frère, devenu son bras droit, qui le pousse à faire ce dernier pari, à continuer de jouer. Si on fait le bilan de ce parcours, ce faux manuel de développement personnel, c'est en fait un guide de la déconstruction de soi. Chaque leçon pour s'enrichir est une leçon de renoncement. Renoncer à l'innocence, renoncer à l'amour, renoncer aux idéaux, et finalement, renoncer à toute boussole morale. Exactement. Et ça rend le titre du livre incroyablement ambigu. Comment s'en mettre plein les poches? Oui, il a réussi. Mais à la fin, il est radicalement seul. Sa femme l'a quitté, son fils unique vit à des milliers de kilomètres, ses frères et sœurs, pour qui il était censé réussir, ils sont morts. Il a gagné le monde, mais le soi de ce développement personnel s'est complètement dissous en chemin. Il a tout, mais il n'est plus personne. Et le livre, d'après nos sources, s'arrête sur cette décision en suspens. Prendre ce risque, s'endetter massivement, faire un dernier pari, ça laisse une pensée assez vertigineuse pour celui qui écoute. Après avoir passé une vie entière à suivre des règles pour accumuler du capital, le protagoniste n'est-il pas devenu lui-même un simple capital? Une entité soumise aux mêmes lois de risque, de croissance et de dévaluation potentielle. Jusqu'à la toute